l'attention de tous les citoyens sur la nécessité pour chacun de jouer pleinement sa partition afin de rendre nos axes routiers plus sûrs et plus sécurisés. Mais contre toute attente, cette démarche a été galvaudée vu que certains ont choisi d'emboucher la trompette de la désinformation en faisant circuler ça et là l'alibi selon lequel cette opération viserait à renflouer les caisses de l'État et qu'elle serait une porte ouverte sur toutes sortes de déviances, des excès de zèle, voire même le rançonnement. Face à cet état de choses, il était donc opportun qu'une voix autorisée vienne apporter un autre son de cloche afin d'éclairer l'opinion publique. Ainsi donc, j'ai été heureux à plus d'un titre de constater que beaucoup se sont intéressés à la thématique au regard des 500 questions qui me sont parvenues. Alors, pour raison de méthodologie, je vais dans un premier temps essayer de les regrouper par thématique, histoire d'y apporter des réponses de façon globale pour ensuite revenir sur les questions beaucoup plus spécifiques. Le décor étant ainsi planté, mesdames et messieurs, chers amis internautes, j'aborde la première thématique qui est revenue à travers les différentes questions des uns et des autres. Alors, la première thématique, c'est de savoir les mesures qui seront prises dans le cadre de cette répression, les villes concernées et les montants à payer. Alors, je précise que l'opération va se dérouler sur toute l'étendue du territoire national. Et les infractions qui sont concernées, il s'agit des infractions qui découlent du non-respect des prescriptions du code de la route. Ainsi, ces infractions, nous pouvons les regrouper en 3 grandes catégories. Premièrement, nous avons les infractions qui sont liées au véhicule. Dans cette rubrique, on retrouvera des infractions comme le défaut d'éclairage, l'usure pneumatique, le défaut de plaque d'immatriculation, le défaut d'assurance, le défaut de visite technique, etc. À ce niveau, je voudrais préciser que depuis la prise de l'arrêté interministériel 2024-077 du 18 janvier 2024 portant conditions spécifiques de souscription et de renouvellement de l'assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur en République du Bénin, toute souscription ou renouvellement de l'assurance reste désormais subordonnée à la présentation de l'attestation de contrôle technique à jour ainsi que la preuve du paiement de la taxe sur les véhicules à moteur communément appelée TVM. Ainsi, le défaut de l'un de ces documents entraîne une interdiction formelle de souscrire ou de renouveler l'assurance. Ainsi, tous les propriétaires de véhicules qui vont passer outre cette préoccupation se verront infliger des sanctions fiscales. De même, les maisons d'assurance qui vont déroger à cette prescription peuvent se voir infliger l'une des sanctions prévues à l'article 312 du Code des assurances. Ensuite, nous avons la catégorie des infractions relatives aux conducteurs. Dans cette rubrique, on a des infractions comme le défaut de permis de conduire, le téléphone au volant, et pour les motocyclettes, le non-port du casque aussi bien par le conducteur que son passager. Enfin, nous avons la 3e catégorie des infractions qui sont liées au non-respect des signalisations horizontales et verticales. Dans cette rubrique, nous allons retrouver des infractions comme le non-respect des couloirs de circulation, à savoir la chaussée pour les véhicules et la piste cyclable pour les motocyclettes. Tel que présenté, vous convenez avec moi que ces infractions sont assez nombreuses
et il serait vraiment fastidieux pour moi de pouvoir les énumérer de façon exhaustive avec les amendes forfaitaires qui leur sont attachées. Ceci dit, je vais aborder la deuxième thématique que les internautes ont souhaité voir abordée, à savoir les mesures prises pour éviter les excès de zèle, les abus et les actes de rançonnement. Alors, chers internautes, les réalités d'hier ne sont plus forcément celles d'aujourd'hui. Dans les instructions de coordination de la présente opération, un point d'honneur a été mis sur les principes généraux d'exécution du service, ainsi que le respect scrupuleux des règles d'éthique et de déontologie. Je conviens avec vous que les habitudes sont têtues, et c'est pourquoi d'ailleurs, tous les numéros officiels de la police restent ouverts pour enregistrer toute plainte ou dénonciation relative à des actes d'excès de zèle ou de rançonnement. Je voudrais au passage rappeler que le numéro vert dédié à cela est le 166. Il est fonctionnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dans cette même veine, au fronton de toute unité de la police républicaine aujourd'hui, il y a des numéros de téléphone qui sont gravés de façon lisible. Et ces numéros appartiennent au comité chargé de la supervision des missions de sécurisation du territoire national. C'est une structure extérieure à la police républicaine. Et donc, tous ceux qui se feront épingler pour des excès de zèle ou toutes sortes de déviances se verront infliger des sanctions mémorables. Et mieux, la police républicaine s'est dotée de caméras piétons. Il s'agit d'un dispositif de caméra que les agents déployés porteront sur eux et qui filmera les faits et gestes des agents ainsi que les réactions de la personne contrôlée. Dans ces conditions, vous convenez avec moi que les excès de zèle, les déviances seront relégués au rang des vieux souvenirs. Beaucoup d'internautes ont également voulu savoir le but poursuivi par cette opération. Alors, le but à atteindre par cette opération, c'est dans un premier temps de renforcer la sécurité publique. Les infractions du code de la route comme les excès de vitesse, la conduite en état d'ébriété, le non-respect des feux tricolores constituent non seulement pour l'auteur de ces infractions un danger véritable, mais aussi représentent un danger pour les honnêtes citoyens qui sont sur nos routes et qui ont droit à la protection et la préservation de leur vie. Ainsi donc, en optant pour la répression de ces infractions, l'objectif poursuivi par la police républicaine est de réduire de façon substantielle les accidents de la circulation et préserver la vie de nos compatriotes. Aussi, convient-il de souligner que l'objectif poursuivi par cette opération, c'est d'améliorer le taux d'élucidation de certaines enquêtes. L'étude des modus operandi des hors-la-loi révèle que ces derniers, après la commission de leur basse besogne, utilisent des engins à 2 roues pour pouvoir se replier beaucoup plus facilement. Ces engins étant dépourvus de plaques d'immatriculation, il devient quasiment impossible de les identifier de façon formelle, quand bien même des témoins oculaires les aperçoivent en train de partir. Dans ces conditions, bien d'enquêtes se retrouvent dans l'impasse. De ce fait, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas trop demandé que de dire à chaque citoyen propriétaire bien sûr de motocyclette, d'avoir sa plaque d'immatriculation. En outre, ces opérations
permettront de préserver les infrastructures routières. La dynamique actuelle est à l'asphaltage des voies et à l'implantation des feux tricolores et des lampadaires le long de nos artères. Mais ces infrastructures, réalisées aux frais du contribuable béninois, sont saccagées du fait des accidents de la route qui surviennent de façon récurrente. Donc, globalement, voilà quelques raisons, quelques facteurs qui militent en faveur de l'organisation de cette vaste campagne de répression. Alors, certains internautes, en parlant de l'imposition du casque aux passagers des motocyclistes, ont demandé si cette décision tient vraiment compte des réalités socio-culturelles du Bénin. Cette préoccupation rejoint justement celle de M. Igor Lalaye qui demande « Un ZEM doit avoir désormais combien de casques pour ses clients ?» ainsi que celle de Gustave Akichoé qui dit « Comment est-ce que les gens vont s'arranger? Vont-ils avoir des casques en main partout ?» Alors, chers internautes, il ne s'agit pas pour moi de répondre à la question d'un éventuel conflit de la loi avec des réalités socio-culturelles, mais plutôt d'interroger la conscience collective sur l'opportunité et la légitimité de cette campagne. À cette question, je répondrai forcément par l'affirmative dans la mesure où, lors de la survenance des accidents de la route, il n'y a pas que le conducteur de la motocyclette qui soit exposé au risque d'un traumatisme crânien. Le passager est tout aussi exposé que le conducteur de la moto. C'est pourquoi nous avons demandé que d'ores et déjà, tous les motocyclistes puissent se munir d'un casque pour eux-mêmes et d'un casque pour leurs passagers. Dans l'hypothèse où ils n'auraient pas les moyens financiers pour se procurer d'un deuxième casque, alors qu'ils ne prennent que des clients qui sont déjà munis de leur propre casque. Maintenant, si pour des raisons de convenance personnelle, un client estime ne pas vouloir d'un casque commun à tous les clients, alors il ne lui reste plus qu'à se procurer d'un casque personnel. Ensuite, il y a M. Ulrich Gaba qui demande pourquoi revenir sur une mesure qui a déjà été essayée plusieurs fois sans succès. Alors, M. Ulrich, l'opération a été programmée, certes, plusieurs fois et également plusieurs fois reportée. Ces atermoiements résultent plutôt des nombreuses séances de concertation qui ont été tenues par le directeur général de la police républicaine avec les acteurs impliqués dans la sécurité routière, ainsi que les acteurs, les représentants des conducteurs. Lors de ces échanges, plusieurs acteurs ont sollicité beaucoup plus de temps pour mieux s'investir dans la sensibilisation de leur mandat. Requête à laquelle, bien évidemment, la police républicaine a accédé de façon favorable. Dans la même veine, toutes les unités territoriales de la police républicaine ont été instruites au fin de faire de la sensibilisation une activité quotidienne au regard de l'ampleur que les violations des prescriptions du Code de la route prenaient dans nos villes et campagnes. Parlant justement d'ampleur du phénomène, figurez-vous, chers internautes, pour le compte des 2 derniers mois, dans le département de l'Ouémé, plus de 4000 concitoyens ont été verbalisés pour diverses infractions liées au non-respect des prescriptions du Code de la route. Dans le département du littoral, c'est plus de 6000 personnes qui ont été verbalisées pour la même période. Et mieux, les statistiques renseignent que chaque jour que Dieu fait, en République du Bénin, nous perdons 2 de nos compatriotes au moins dans des accidents liés au non-respect
des prescriptions du Code de la route. Au regard de tous ces paramètres, il coule de source qu'il était donc temps qu'on sonne la fin de la récréation pour passer à l'action. La question suivante est toujours celle de M. Ulrich Gaba qui dit « Certains usagers estiment que les radars affichent un kilométrage différent de celui de leur tableau de bord. Est-ce que les radars sont effectivement fiables ?» Monsieur Ulrich, rassurez-vous, les radars que nous utilisons sont testés et normalisés. Nous n'avons pas un problème de fiabilité. A contrario, je voudrais inviter ceux qui estiment que ces radars ne sont pas fiables d'aller, bien au contraire, vérifier le bon fonctionnement de leur tableau de bord et de tirer eux-mêmes les conclusions qui s'imposent. En tout état de cause, tout usager de la route qui conteste a le droit de vérifier par lui-même la séquence vidéo de l'interception de son véhicule et sur cette séquence vidéo, il peut lire de façon claire le numéro de sa plaque d'immatriculation ainsi que la vitesse à laquelle il a été flashé par le radar. Monsieur Ariel Sossou pose la question de savoir qu'est-ce qui va se passer concrètement à partir du 1er mars 2024 et qui sont les personnes concernées par l'opération. Alors, Monsieur Sossou, la police républicaine va lancer sur nos axes routiers une vaste opération de répression des infractions liées au non-respect des prescriptions du Code de la route. Cela consistera à envoyer des équipes sur le terrain pour verbaliser tous les contrevenants qui seront surpris en flagrant délit. L'objectif étant bien entendu de rendre nos axes routiers plus sûrs, l'objectif étant bien sûr de préserver la vie de nos compatriotes en réduisant les taux d'accidents. Ainsi donc, nous avons estimé, comme je le disais tantôt, au regard de l'ampleur du phénomène, qu'il était temps de passer à l'action. Cette opération, bien entendu, concerne tous les propriétaires de véhicules terrestres à moteur, ainsi que les propriétaires ou usagers des engins à 2 roues, tout comme les usagers ou propriétaires des tricycles. La question suivante est celle de M. Léonce Boni qui aimerait savoir si la quittance obtenue après la demande de la plaque peut permettre de rouler librement en attendant l'obtention de la plaque proprement dite. Cette question est similaire à celle de Samson Gouvoyeke qui dit « Ma plaque n'est pas encore disponible. Que dois-je faire? Laisser la moto à la maison et attendre la sortie de la plaque ?» Alors, chers internautes, rassurez-vous. La police républicaine est bien consciente que plusieurs de nos compatriotes ont déjà accompli toutes les formalités administratives en vue de l'obtention de leur plaque d'immatriculation. Ainsi, ne pas l'obtenir ne relève pas de leur faute. Et c'est pourquoi, pour le compte de cette campagne de répression des infractions du Code de la route, la police républicaine a décidé de ne pas inclure pour l'instant la répression pour défaut de plaque d'immatriculation. Ceci permettra aux citoyens d'avoir plus de temps pour se mettre au pas. De même, il a été constaté que certains citoyens, quand bien même ils ont déjà accompli toutes les formalités et que les plaques sont prêtes, ils traînent les pas pour aller les chercher parce qu'aucune contrainte n'est encore attachée à cela. C'est l'occasion pour moi de les exhorter vivement à aller chercher leur plaque d'immatriculation. La question suivante est celle de M. Paul Honton qui dit « Un parent qui se charge du transport à l'école sur moto de 3 enfants et qui porte lui-même le casque et fait porter le casque à chacun des enfants
est-il en infraction parce qu'il a remorqué plus d'une personne? Monsieur Daniel Dossou abonde dans le même sens puisqu'il pose la question suivante. J'ai une moto Bajaj et d'habitude, pour sortir en famille, je prends mon épouse et mes 2 enfants sur la même moto. Voici ma question. Combien de personnes doivent porter de casque sur la moto? Alors, Monsieur Paul, dans la situation que vous présentez, si je comprends bien, on retrouvera 4 personnes sur la même moto. Vous conviendrez avec moi que cela ne garantit ni votre propre sécurité, ni celle de votre progéniture. De ce point de vue, vous serez logiquement verbalisé pour surcharge. La préoccupation suivante est celle de M. Nestor Mougnon qui dit « Je suis propriétaire d'une moto dont j'ai égaré les papiers. Je me suis rendu à la boutique pour prendre une autre copie, mais ils ont déménagé. La moto, je l'ai achetée en 2012 et j'ai égaré les papiers en 2018 car j'ai été trompé par un filou qui s'est fait passer pour un transitaire et agent de l'ANAT. J'ai été conseillé pour aller faire une déclaration de perte, mais lorsque je me suis rendu au commissariat, l'agent m'a demandé si je n'ai pas fait une photocopie de la pièce égarée. J'ai répondu non. Il m'a dit que je ne pourrais pas faire une déclaration de perte. Voilà mon problème. Ma question est, qu'est-ce que je dois faire? Puis-je me rendre avec des témoins au commissariat? Alors, Monsieur Nestor, je vous accorde le bénéfice de la bonne foi. Mais à votre opposé, figurez-vous, il y a des citoyens de mauvaise foi qui, après avoir soustrait de façon frauduleuse des motocyclettes au préjudice d'autres compatriotes, cherchent par tout moyen à se faire établir de fausses pièces. Et dans cette manœuvre, ces individus se font souvent établir des certificats de perte pour leur permettre de rouler pendant un temps. Ce faisant, ils oublient que le certificat de perte ne représente en aucun cas la pièce égarée, mais représente juste un papier pour leur permettre de mener les formalités administratives en vue de l'obtention du duplicata de la pièce égarée. Et mieux, au bas des attestations de perte, il est mentionné clairement que toute déclaration inexacte ou fausse expose l'auteur de cette déclaration à des poursuites judiciaires. En tenant compte de ces paramètres, j'estime pour ma part que le commissariat dont vous parlez n'est pas fondé à vous refuser l'établissement d'une attestation de perte. Monsieur Isaac Bokor pose la question suivante. Dans cette histoire de répression, je pense que tous les aspects ne sont pas abordés, notamment celui des plaques d'immatriculation. On nous parle de retrait systématique de la circulation des motos sans plaques. Et ceux qui, depuis des mois, n'ont pas pu entrer en possession de leurs plaques, ils feront comment? Je l'ai déjà dit, Monsieur Isaac Bokor, on vous accordera plus de temps. Le défaut de plaque d'immatriculation n'entre pas en ligne de compte dans la rubrique des infractions qu'on prendra en compte dans le cadre de cette campagne de répression des infractions liées au non-respect des prescriptions du Code de la route. Je nourris également l'espoir que toutes les structures impliquées dans la chaîne de réalisation des plaques d'immatriculation vont se plier en 4 pour donner satisfaction dans la mesure du possible à toutes les demandes. Monsieur Georges Agbangba pose la question suivante. Peut-on présenter la photocopie des documents ci-après la carte grise de la carte grise et de la carte nationale d'identité du propriétaire ou de l'utilisateur d'une moto? Cette préoccupation rejoint également celle de Monsieur Mounib Syndikou. Alors, chers internautes, pour ma part, j'estime qu'il ne coûte rien à l'usager d'une moto de garder sur lui l'original des pièces de sa moto.
lors des différents contrôles, nous avons remarqué que les citoyens ont pris l'habitude de se munir en outre la carte grise, de la photocopie de la pièce d'identité du vrai propriétaire de la moto. Dans ces conditions, je voudrais rappeler la procédure en la matière. Lorsque vous achetez une motocyclette auprès d'une tierce personne, il vous est fait obligation d'accomplir toutes les formalités qui s'imposent afin de faire la mutation de nom. Il ne s'agit donc pas d'avoir sur la carte grise un autre nom et sur votre carte d'identité un autre nom. Bien évidemment, on ne va pas demander à quelqu'un qui a prêté, qui a emprunté une motocyclette, d'avoir son nom sur la carte grise. Tous ces paramètres seront étudiés au cas par cas. J'espère que M. Aziz Boussari, Léonidas Kwekande, Detonaboua Benazin, tout comme plusieurs autres, trouveront également les éléments de compréhension à leurs questions à travers ces explications. La question suivante est celle de M. Georges Agbangba qui dit « Un fonctionnaire de police républicaine pour un contrôle, quel qu'il soit, a-t-il le droit de couper le moteur du véhicule ?» Alors, voyez-vous, dans les normes, tout contrôle débute après les salutations d'usage et la notification du motif du contrôle par l'injonction « Veuillez couper le moteur ». Cela garantit donc aux fonctionnaires qui effectuent le contrôle que la personne qui est en train d'être contrôlée ne va pas démarrer à l'improviste pour mettre sa vie en danger. Il n'y a donc rien d'anormal à ce qu'un agent vous demande d'éteindre votre moteur ou de vous obliger à le faire en cas de résistance. Monsieur Ibrahim Amoussa a posé la question de savoir pourquoi les motocyclistes qui sont interpellés à certains endroits malgré l'inexistence de la piste cyclable. Je vais lui répondre en disant ceci. Même sur les routes dépourvues d'une piste cyclable, les motocyclistes sont tenus de serrer la droite pour ne pas avoir à se faufiler entre les voitures et accroître le risque d'accident. C'est le cas, par exemple, à Porte-Nouveau, sur le pont où on demande aux usagers de serrer complètement leur droite, en dépit de l'inexistence d'une piste cyclable. Monsieur Ulrich Gaba demande, ne pensez-vous pas que le délai de masse est très réduit pour les usagers qui doivent se mettre en règle, surtout pour les achats de casques en cette période de vaches maigres? Je vais répondre à cette question ensemble avec celle de M. Charbel Giovanni qui dit « La plupart des grandes artères entre Calavi et Cotonou étant en chantier, ne serait-ce pas plus judicieux d'attendre la fin des travaux avant de lancer cette répression ?» Ainsi que je le mentionnais tantôt, cette opération a été plusieurs fois reportée à cause des difficultés qu'il y avait à aplanir et des points de vue à harmoniser. Vous conviendrez avec moi que s'il faut attendre que 100% des propriétaires de motocyclettes aient les moyens pour se procurer des casques pour eux-mêmes et pour leurs passagers, d'ici 10 ans, on n'aurait pas débuté cette opération. Donc, si nous attendons le moment idéal, ce moment risque de ne jamais arriver. Et c'est pourquoi la police républicaine a retenu, après plusieurs séances de concertation, la date du 1er mars pour lancer, contre vents et marées, cette campagne de répression des infractions liées au non-respect du code de la route. Monsieur Gaba demande combien de temps va durer cette opération.
Lors de la planification de cette opération, la police républicaine ne s'est pas fixé un délai, mais plutôt un état final recherché. Et donc, dans ces conditions, assurément, si 100% des citoyens respectent 100% des prescriptions du code de la route, qui sait, l'autorité pourrait décider de suspendre l'opération vu que ça ne serait plus utile dans ces conditions. Monsieur Purus Zancran a dit « J'ai déposé mon dossier pour la plaque d'immatriculation et quelques semaines après, je retourne à l'ANAT et ils me disent qu'ils n'ont pas retrouvé ma plaque. Pourtant, j'ai déposé le dossier, les papiers d'achat et j'ai payé 11 500 à la banque. Que faire ?» Monsieur Purus, la confection des plaques d'immatriculation ne relève pas des attributions de la police républicaine. Et c'est pourquoi je vous demande de me permettre de ne pas opiner sur la question. Monsieur Mathieu Houmenou demande pourquoi le motocycliste arrêté pour non-port de casque paye dans les caisses de l'État et est relâché finalement sans son casque. Alors, monsieur Mathieu, ce n'est pas très exact. Parce que l'objectif poursuivi par la répression, c'est de faire cesser la contravention. Dans ces conditions, si on laisse alors la personne verbalisée repartir sans un casque, cela voudra dire que rien n'a été fait. C'est pourquoi, dans les commissariats de police, on demande systématiquement aux gens qui sont verbalisés pour défaut de casque de se munir d'un casque avant